Il a dormi pendant des siècles dans son cercueil. Puis il se lève, soudain, au cœur de la nuit, pour venir sucer le sang des vivants. Le vampire. Venu du fond des âges et présent dans toutes les cultures, fascinant et répugnant à la fois. Pas tout à fait mort, mais jamais aussi vivant que lors des grands orages de l'histoire. Reflet de notre société, métaphore de notre part monstrueuse, le noctambule sanguinaire n'a cessé d'évoluer au fil des temps. Mais c'est sous les traits d'un héros de la littérature que le vampire va devenir l'une des figures la plus subversive et fantasmatique de la culture populaire. Tout commence avec un roman d'une richesse inouïe, paru à Londres en 1897, dont le succès perdure jusqu'à aujourd'hui. Adapté des centaines de fois au théâtre, au cinéma, dans la littérature ou la bande dessinée. Créature du XIXe siècle, le conte roumain imaginé par l'écrivain Bram Stoker va devenir l'archétype moderne du vampire et s'inscrire pour toujours dans notre imaginaire. Devant moi se tenait un grand vieillard, rasé de près, hormis une longue moustache blanche. Il était vêtu de noir, des pieds à la tête. Count Dracula? I am Count Dracula. Il me pria d'entrer et me dit dans un anglais excellent, encore qu'entaché d'un étrange accent, « Bienvenue dans ma maison. Entrez librement et repartez sans crainte. » C'est ainsi que Dracula apparaît pour la première fois sous la plume de Bram Stoker. Le héros du roman, Jonathan Harker, est un jeune notaire anglais envoyé en Transylvanie pour régler des affaires avec un mystérieux comte. Pendant son séjour dans ce château lugubre, le jeune homme va découvrir l'étrange nature du comte. Il ignore encore ce qu'est un vampire. Ce n'est pas un démon ni une divinité, mais c'est un mort-vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu, qui est mort sans avoir reçu l'extrême onction ou qui est mort de mort violente. Et donc c'est un revenant qui, par comparaison avec les fantômes, a un corps et qui peut donc nuire physiquement aux autres personnes. Il n'est pas mort parce qu'il n'a pas d'âme. Dans toutes les religions établies, il faut une âme pour mourir. N'ayant pas d'âme, il ne peut pas mourir. Donc ça n'a rien à voir avec un cadavre ambulant. C'est quelqu'un qui revient après sa mort tel qu'il était avant sa mort, mais il est la seule créature d'imaginaire qui n'est pas vouée à la malédiction d'aller au ciel ou en enfer. C'est un être humain qui a perdu une part de son humanité en échange de quelque chose. Alors, précisément chez le vampire, c'est l'immortalité bien sûr, mais il perd la compagnie de ses frères humains pour devenir leur prédateur. Le vampire peut vivre indéfiniment, et rajeunir même, à condition de boire le sang de ses victimes. Le sang, fluide vital, le plus ancien, le plus sacré, le plus universel des symboles, est aussi paradoxalement porteur de mort. Il contamine et transmet les maladies ou l'état vampirique. La morsure de Dracula est à double tranchant. Dracula, c'est une véritable menace pour les hommes puisque s'ils leur volent leur sang, ils vont se transformer comme lui. En s'abreuvant au cou des autres, c'est pas seulement pour se nourrir. Il lui faut pas des esclaves, mais des disciples qui vont propager. En fait, c'est une épidémie. Chez Bram Stoker, c'est clair que son vampire veut absolument dominer, voire asservir le monde.
Retenu contre son gré dans le château de Dracula, Jonathan Harker surprend peu à peu les terrifiants pouvoirs de son hôte. Je vis le corps entier jaillir lentement de la fenêtre et se mettre à ramper tête en bas, le long de la paroi du château, au mépris du gouffre qui s'ouvrait sous lui. Oui, il rampait comme une bête, avec son manteau qui flottait dans le vent, comme deux monstrueuses ailes animales. Dracula peut donc se transformer à loisir en chauve-souris, mais aussi en loup. Il est capable de prendre l'apparence d'une brume légère et se glisser sous la porte. Et sa force extraordinaire le rend encore plus redoutable. You can control me. D'autant plus que le vampire ne se reflétant pas dans les miroirs, il peut vous prendre par surprise. L'absence de reflets, ça c'est le Graal, ça c'est grandiose, ça c'est Bram Stoker qui l'aurait trouvé en premier. Il ne s'arrête pas longtemps dessus. La scène dure une phrase, hein, c'est Jonathan Harker en train de se raser le lendemain matin où il est arrivé du château. Il a un petit miroir de poche devant lui, de voyage, et il entend quelqu'un lui disant « Tiens, vous avez bien dormi ?» Il ne se retourne pas, il voit dans son miroir, donc il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui, puisqu'il a entendu la voix de Dracula. Dans le miroir, il est avec moi. Et ça, c'est une phrase sublime. C'est nous, le mal. Interrogeons-nous sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on cherche des boucs émissaires? Pourquoi est-ce qu'on cherche des prétextes au mal qu'on fait? Donc, Freud commençait à balbutier les débuts de l'inconscient à cette époque-là. Bram Stoker l'a mis dans son roman. Chapeau. Good morning. C'est la peur de l'animalité qui est en nous. C'est-à-dire que nous refusons cette part d'animalité, mais elle existe, elle est latente dans notre personnalité. Ce qui fait peur, c'est le côté prédateur qui chasse sa proie et qui tue. Donc évidemment, la peur de mourir. Mais c'est aussi la peur de ce qu'il incarne lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a franchi le seuil de la mort et qui met en danger tout ce à quoi l'on croit, et en particulier cette idée d'une vie après la mort qui est hors du monde. Jonathan Harker, le héros du roman, consigne dans son journal tous les phénomènes terribles dont il est témoin. S'il ne peut échapper au comte Dracula, il comprend cependant qu'il est possible de le tenir à distance. Il s'en aperçoit par hasard, alors qu'il s'est coupé en se rasant. Lorsque le comte découvrit mon visage ensanglanté, ses yeux brillèrent comme sous l'effet d'une fureur démoniaque. Cut yourself. Il me saisit à la gorge. Je reculai et sa main toucha le chapelet au bout duquel pendait le crucifix. En une seconde, son attitude changea. Il ne doit pas, évidemment, être touché par l'eau bénite, par l'aubépine, par tous les symboles christiques, en fait. Il n'a pas un pouvoir absolu. Il n'est vampire qu'à la condition de suivre toute une série de règles. La plus aberrante dans le roman de Bram Stoker, c'est que le vampire ne peut pas voir le soleil, qu'il est brûlé par la lumière du jour et qu'il ne vit que la nuit. Lorsque Bram Stoker écrit, on est au tout début de l'électrification, enfin la gazification des rues. Les rues du monde sont obscures à ce moment-là. Or, tout peut s'y passer. D'autant plus que le jour, la lumière, c'est celle de Dieu. Donc, comme il est opposé à Dieu, de base, le vampire, il se retrouve la nuit. Un autre moyen bien connu pour barrer la route aux vampires, l'ail, tout simplement. L'ail ne devrait pas arrêter le vampire. L'ail, tout ce que ça donne, normalement, c'est mauvaise haleine, mais en général, c'est bon pour le cœur. Je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui est bon pour la circulation serait mauvais pour les vampires. C'est une limitation, c'est tout. Le vampire sans limitation, c'est un vampire dieu auquel la planète ne peut pas résister. Il finira par tous nous manger et puis c'est fini. Donc on a besoin que ses capacités soient bien définies, que ses limitations soient bien claires et qu'on puisse l'arrêter.
Le roman de Stoker a posé des codes, tant en littérature qu'après au cinéma, mais c'est à partir de là que c'est devenu la marque de fabrique de... Quand on pense vampire, on pense Dracula. Jonathan Harker parvient finalement, au péril de sa vie, à échapper au comte Dracula. Entre-temps, celui-ci a quitté les Carpates pour rejoindre en bateau l'Angleterre, où il compte propager le fléau du vampirisme. Il débarque à Whitby, où Mina, la fiancée de Jonathan Harker, passe les vacances avec son amie Lucy. Dracula ne tarde pas à les repérer. Une nuit, il attire Lucy dans le cimetière. Constatant son absence, Mina part à la recherche de son amie. Elle finit par la retrouver, comme elle le relate plus tard. Journal de Mina Murray, 10 août, 3 heures du matin. J'étais si proche que je pouvais tout distinguer en dépit de l'ombre. Sans le moindre doute, quelque chose de long et de noir se penchait sur la silhouette blanche. Épouvantée, j'appelais Lucy. Lucy! Quelque chose releva la tête, et d'où je me trouvais, je peux distinguer un visage pâle et des yeux injectés de sang. Stoker est le premier auteur à faire un roman en utilisant les journaux intimes de chaque protagoniste. Mais en plus, il va beaucoup plus loin, parce qu'il utilise des coupures de presse, des télégrammes, des petits mots, et il fait une espèce de patchwork avec tout ça, et il construit son histoire. Le roman, très moderne dans sa forme, multiplie ainsi les points de vue sur le vampire sans jamais lui donner la parole, rendant son personnage encore plus complexe et fascinant. En réalité, le mythe du vampire ne commence pas avec l'œuvre de Bram Stoker. Remontant à la plus haute antiquité, il vient de partout et de nulle part, comme c'est souvent le cas avec les contes et les légendes. Le Dracula de Bram Stoker cristallise à peu près 3000 ans de mythes. Toute la mythologie romaine, grecque, du Moyen-Orient transporte des histoires de vampires. Les lamies latines, ce sont des vampires. Il y a des histoires de vampires celtes. Dans l'imaginaire occidental, c'est au XIIe siècle de notre ère qu'on commence à parler de revenants qui reviennent hanter les leurs, les membres de leur famille, pour éventuellement leur sucer le sang. Et comme on n'avait pas de terme pour les désigner, on les appelle des sanguisugae. En latin littéralement, suceur de sang. C'est au XVIIIe siècle que se précise un terme définitif pour désigner ce genre de personnage malfaisant. Le vampire. Un mot d'origine assez mystérieuse, vraisemblablement issu du slave upir, qui signifie chauve-souris. La figure du vampire va investir le champ de la littérature au début du XIXe siècle. Plus précisément en 1816, sur les bords du lac Léman, où quelques jeunes poètes romantiques anglais sont en villégiature. Il y a là Lord Byron et son ami John William Polidori, Percy Shelley et sa femme Mary. Il fait pas beau, et donc chacun prépare dans la journée une petite histoire qu'il raconte aux autres pour occuper la soirée, parce que forcément il n'y a pas de télé, pas de radio, ils se racontent des histoires. Donc Mary Shelley invente Frankenstein et Polidori invente le premier véritable personnage de vampire, c'est-à-dire ce suceur de sang aristocrate. Byron signe la nouvelle, mais en réalité il n'a fait qu'ébaucher le personnage. Un aristocrate décadent et dandy qui va servir de modèle à Dracula. C'est Polidori qui en est le véritable auteur. Le vampire paraît en 1819, un an après Frankenstein de Mary Shelley. L'histoire d'un Prométhée moderne qui donne vie à un monstre à partir d'un cadavre et d'un peu d'électricité. Sans se concerter, les jeunes auteurs viennent d'inventer simultanément les deux plus grands mythes des temps modernes. Frankenstein, il va devenir le robot dans la science-fiction. Et le robot, c'est celui qui travaille.
De l'autre côté, le vampire ne travaille pas et il suce le sang de nous qui travaillons. Donc, c'est l'aristocrate, le rentier, le profiteur qui se nourrit de notre travail. C'est remarquable que ces deux figures qui organisent vraiment notre imaginaire jusqu'à aujourd'hui et dont on trouve des avatars dans les séries les plus contemporaines se soient formées exactement au même moment. Œuvre clé de l'époque victorienne, Le Vampire et Frankenstein anticipent les changements qui vont bouleverser le 19e siècle et explorent la dualité ombre et lumière de chaque être humain. Tout comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, qui paraît 7 décennies plus tard. Pour moi, c'est la réaction du spirituel face au rationalisme. Le rationalisme a amené quoi? La révolution industrielle. Elle a amené l'objectivisation des hommes, leur transformation au rouage de la machine. Mr. Hyde échappe à cette objectivisation, de même le vampire, et même cette malheureuse créature de Frankenstein. Et Bram Stoker, il arrive pile à ce moment-là. Administrateur du théâtre Lyceum à Londres, Bram Stoker n'est pas écrivain à temps plein. Il va mettre 10 ans à rédiger Dracula, qui est son 5e roman, en menant des recherches minutieuses pour nourrir le contexte et le contenu de son livre. Reflet de son époque, le roman opère la synthèse du potentiel historique et romanesque qui l'a précédé, tout en puisant une partie de son inspiration dans les réminiscences de l'Irlande, où Bram Stoker est né 50 ans plus tôt. Pendant toute son enfance, il a été malade, il a été alité. Évidemment, il n'avait aucun contact avec l'extérieur. Et sa seule distraction, c'était de lire et c'était d'écouter sa mère qui lui racontait les légendes irlandaises, très proches de l'univers des songes, de la magie, de l'extraordinaire. Et c'est là qu'est le creuset finalement de son imagination, parce qu'on se rend compte que dans les nouvelles qu'il a écrites 30 ans plus tard, il y a des réminiscences des histoires que lui racontait sa mère. Donc c'est cet environnement particulier du début de sa vie qui finalement a conditionné tout le reste. Mais pas seulement. En 1888, Stoker a suivi avec effroi les exploits macabres de Jack l'Éventreur. Ce mystérieux tueur en série qui a terrifié Londres en assassinant 5 prostituées. Ces crimes atroces ne seront jamais résolus et le meurtrier jamais identifié. Quand on lit Dracula, c'est le même genre de personnage insaisissable qui peut surgir à n'importe quel endroit, qui fait des victimes sans qu'on s'y attende. Ça n'a pas pu ne pas avoir d'incidence. Et je pense que c'est une des grandes sources d'inspiration. Dracula, c'est le roman de la peur de cette Grande-Bretagne qui était la première puissance mondiale pendant tout le 19e siècle, qui régnait sur un empire qui faisait vraiment le tour de la planète, la peur du déclin. C'était le début de la perte des colonies. La Grande-Bretagne n'était plus aussi puissante qu'elle avait été jusque-là. Donc l'empire commençait un petit peu à s'effriter de partout. Le danger venait d'ailleurs. Dracula, il vient de la Roumanie, très éloignée, dans lequel on ne s'aventure que rarement et au prix de 1000 dangers. Il arrive à Londres, c'est l'étranger. Et c'est ce qui n'est pas nous. Nous ne voulons pas que ce soit nous. Le vampire, c'est l'autre. Pendant la Première Guerre mondiale, chose inouïe, on avait mis dans les pactages des soldats le roman de Stoker. C'était un peu pour les dresser contre l'ennemi, pour leur donner la niaque, l'envie d'en découdre avec l'étranger, de mettre sur l'autre tous les défauts de la terre. Bram Stoker ne saura rien de l'usage que la propagande militaire a fait de sa créature, puisqu'il meurt en 1912. S'il est l'auteur de nombreux romans et nouvelles, la postérité n'a retenu de lui que son œuvre majeure, Dracula. Pourtant, le livre n'avait connu qu'un succès relatif à sa parution. Ce n'est qu'après la disparition de l'auteur que le personnage va connaître une destinée exceptionnelle. Contemporain de l'invention des Frères Lumière, Dracula devait tôt ou tard rencontrer le cinéma.
c'est là que va désormais s'élaborer son mythe. Allemagne, 1922. Il faut exorciser l'horreur du conflit qui vient de s'achever, le gouffre noir où le monde s'est perdu, affronter les angoisses d'un temps de malheur et le pressentiment d'un retour toujours possible des monstres. Il est temps que Dracula s'incarne à l'écran. Enfin, pas tout à fait. Le réalisateur Murnau, pour éviter de payer des droits d'adaptation du roman, a déplacé l'action en Allemagne et débaptisé tous les personnages. Dracula devient Nosferatu. C'est un détournement abusif. Et quand le film est sorti, Florence Stoker, donc, qui était la légataire évidemment de Stoker, a fait un procès à Murnau et elle l'a gagné. Et le tribunal a condamné Murnau et la société de production à détruire toutes les copies du film. Alors heureusement pour nous, il y en a une qui est passée au travers, sinon on n'aurait jamais découvert le film. Et ce serait vraiment dommage parce que quelque part, c'est quand même la plus belle adaptation du livre, en tout cas une des plus fidèles. Quand on voit Max Schreck, qui incarne Nosferatu, on voit une créature épouvantable. C'est plus trop si c'est un être humain ou véritablement un animal. Ça donne une image du vampire très négative. Murnau pousse la métaphore animale à l'extrême. La multitude de rats qui accompagnent Nosferatu dans le film reflète concrètement le danger qu'il représente pour la société, celui de la contamination et de la mort. C'est véritablement la peste qu'il apporte. C'est vraiment l'alien, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un de non-humain, quelqu'un auquel on ne peut absolument pas s'identifier. En prenant des libertés avec l'œuvre de Stoker, Murnau suggère pourtant une certaine fragilité dans le personnage du vampire, tout monstrueux qu'il soit. Ne pouvant réfréner l'intensité irrépressible de son désir, Nosferatu en néglige son instinct de survie. L'aube le surprend en pleine étreinte. Dans cette scène d'autodestruction, le monstre inspire ici autant la pitié que l'horreur. Nosferatu va quand même ressusciter, près de 60 ans plus tard, dans une interprétation littéralement habitée de Klaus Kinski, filmée par Werner Herzog. Alors que le cinéma connaît la mutation du muet au parlant, les monstres reviennent. Qu'ils fassent peur ou qu'ils fassent rire, ils permettent d'exorciser de nouvelles secousses de l'histoire. Le monde craque de partout. La crise de 29 et la Grande Dépression ont jeté des millions de chômeurs dans les rues. Un avenir inquiétant se profile en Europe avec la montée des dictatures. Dracula ressort de son cercueil. Cette fois-ci, dans une version autorisée et sous les traits d'un acteur hongrois qui a interprété le rôle des centaines de fois au théâtre à Broadway. I am Dracula. Avec en prime une sacrée trouvaille. La grande cape de satin noir, une astuce de mise en scène permettant de cacher les mécanismes pour soulever l'acteur au-dessus de la scène. Dans le film réalisé en 1931 par Todd Browning, l'acteur Bela Lugosi propose une nouvelle approche de Dracula. Un vampire mondain, dépourvu de canines, qui n'a plus rien d'un monstre. Le Dracula de Bela Lugosi, c'est un personnage qui est assez malsain, mais qui en même temps a une certaine allure, hein, puisqu'il est toujours en habit de soirée, avec une grande cape noire, une sorte de Don Juan sinistre. Tout à fait à l'opposé de la conception de Stoker, lui, pour qui le vampire n'est absolument pas un séducteur, mais est l'incarnation pure et simple du mal absolu. Tout en étant un être plus ou moins démoniaque, un être
qui par d'autres côtés inspire le dégoût. Il a pourtant cet étrange pouvoir de séduction. Il regarde les gens dans les yeux et il craque. Pour moi, c'est une variation sur le thème que le vampire ne violente pas, il séduit ses victimes. Et donc, au moment où il va mordre sa victime, il faut que celle-ci donne son consentement, ne serait-ce qu'en pensée. Elle sent la présence du vampire et malgré elle, elle dit oui. Les pulsions inconscientes sont bien au cœur de Dracula, roman de la sexualité frustrée où le vampire, qu'il soit homme ou femme, agit comme un révélateur d'une libido refoulée par la morale victorienne. Journal de Jonathan Harker. 16 mai. De tout son corps émanait une volupté qui me semblait excitante et répugnante. Je sentis le doux contact de ses lèvres sur ma peau et le contact de 2 dents aiguës qui semblaient attendre encore une seconde avant de mordre doucement. Je fermai les yeux, pris par un sentiment d'extase, et attendis, le cœur battant. Ça évoque une scène de partouze. Il y a 3 femmes qui sont au pied du lit de Jonathan Harker, du canapé sur lequel il s'est endormi, et qui disent, tiens, il est grand, il est fort, il pourra nous satisfaire toutes les 3, qui commencent. C'est chaud pour l'époque, mine de rien. Donc c'est un roman, entre guillemets, érotique pour l'époque. Jonathan Harker, il frétille, il aimerait bien qu'on le morde. Mais comme il s'en coupable, parce qu'il est déjà fiancé à Mina, il dit, c'est pas la réalité, c'est un rêve. Et comme on n'est pas responsable de ses rêves, il pourra se laisser mordre en se convainquant qu'il est en train de rêver. En gros, Bram Stoker a aussi inventé le fantasme, qui est un rêve qu'on n'ose pas vouloir devenir réalité. Le vampire incarne 2 désirs fondamentaux, anthropologiques, Thanatos, donc la mort, mais aussi Eros, le désir sexuel, le désir de l'interdit. On le voit très bien dans le Dracula de Bram Stoker. Les métaphores surnaturelles, et le vampire en particulier, permettent de parler de sexualité à un moment où on ne peut pas en parler ouvertement. C'est un moment où l'Angleterre, qui est tellement coincée dans le corset victorien, elle a besoin de quelque chose d'extrêmement fort pour faire exploser les lacets. Il n'y a qu'un vampire pour y arriver. Sauvé in extremis par l'arrivée du comte, le jeune homme échappe à la morsure. La morale est sauve dans le roman de Stoker, comme dans les films. Bela Lugosi accompagnera longtemps la légende de Dracula, à tel point qu'on dit qu'obsédé par son rôle, il finira par se prendre pour un vampire. Il demandera à être enterré dans sa cape, ce qui sera fait à sa mort en 1956. This could be the beginning of the end for the human race. En cette fin des années 50, le filon des films d'épouvante, très en vogue avant la guerre, est depuis longtemps tombé en désuétude. The whole world is under attack. Guerre froide oblige, place à la science-fiction et aux monstres atomiques. We know now that we can't beat their machine. Le prédateur est désormais un envahisseur venu d'ailleurs. Le vampire dort dans son cercueil, mais seulement d'un œil. En 1957, les studios anglais de la Hammer Film font le pari de relancer en Technicolor la mode des monstres classiques. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Coup de poker et coup de génie. La créature de Frankenstein et le vampire, à nouveau réunis par Hammer Film, près de 140 ans après leur naissance au bord du lac Léman, font un triomphe. Étrangement incarné par le même acteur, Christopher Lee. Christopher Lee avait une prestance, il était très grand, il avait un talent fou. Il a ce côté sadique quand il sourit, qui se rapproche vraiment du Dracula du livre. Il n'est pas beau, parce que le Dracula du livre n'est pas beau, il est fascinant, comme Christopher Lee, qui a, on pourrait dire, d'une laideur fascinante. Donc c'est mon Dracula préféré, oui.
Action. Zoom. Christopher Lee, pour moi, c'est celui qui vraiment incarne Dracula à l'écran. C'est le personnage froid, cruel. Il a vraiment fait des recherches pour en faire un personnage qui, effectivement, ressemble vraiment au roman de Bram Stoker, mais en mettant quelque chose en plus. Avec Christopher Lee, la dimension érotique et sexuelle du vampire éclate au grand jour. Dracula devient une icône sexuelle quelque part. Il séduit les femmes mariées, les jeunes filles, il peut même séduire les hommes. Il n'y a pas d'interdit pour lui. Et c'est là où il est dangereux pour la société bien pensante, c'est que rien ne l'arrête. C'est en même temps un espoir de libération, puisque ce qui était tabou devient maintenant licite. Et on commence à entrer dans une période où le vampire va être disculpé de tous les maux qu'on lui reprochait. Les films de la Hammer déclenchent les passions, mobilisent même les ligues de vertu. Avec Christopher Lee, la morsure du vampire est devenue terriblement désirable. D'ailleurs, est-ce une morsure ou un baiser? C'est quoi un baiser? C'est une morsure sans dents. Les gens se mordaient avant de s'embrasser dans l'histoire de l'humanité. Dans le livre le plus sublime d'Ovide, qui s'appelle Mes Amours, un jour Ovide frappe une femme dont il est jaloux, puis il regarde tout de suite. Il rentre chez lui, il écrit le premier texte de l'histoire mondiale de la littérature contre la violence faite aux femmes. Il dit, écoutez les gars, on ne frappe pas la femme qu'on aime, on laisse sur son cou la trace de ses dents caressantes. Donc pour moi, morsure, c'est synonyme de baiser, même chose, c'est un geste d'amour. La français est la seule langue, à mon avis, au monde où on garde cette métaphore-là, être mordu veut dire être amoureux, je suis mordu. Les canines du vampire qui entrent dans la peau du cou de leur victime, c'est évidemment une métaphore de la pénétration. Le sang qui coule, c'est la rupture de l'hymen. Et il y a toute cette ambiguïté de la bouche, des lèvres qui sont douces, et des canines qui sont derrière. Donc il y a, là encore, le plaisir et la douleur. Et le baiser du vampire, c'est vraiment les deux à la fois. 3 octobre. Il déboutonna sa chemise et d'un coup d'ongle s'ouvrit une veine de la poitrine. Quand le sang commença à jaillir, il prit mes 2 mains dans une des siennes et de l'autre m'empoigna le cou, me forçant à approcher ma bouche de la blessure. Take from me. Je devais suffoquer ou avaler de ce... Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? C'est aussi le fait de se nourrir du partenaire et on pourrait y voir justement quelque chose de régressif et ce que Freud appellerait un stade antérieur à la sexualité ou une forme de sexualité infantile, un rêve de dévoration et peut-être de dévoration de la mère. Tout ça évidemment a des échos très forts et peut-être explique aussi le succès du mythe du vampire pour nous à un stade psychanalytique profond. Dans le roman de Stoker, le vampire, incarnation du sexe et de la perversion, est combattu par de valeureux adversaires. Jonathan Harker, de retour à Whitby, est bien décidé à éliminer Dracula, aidé de ses amis. Représentants de la morale, ils ont besoin cependant du concours d'un expert, le docteur Van Helsing, un vieux professeur hollandais, le seul à savoir comment venir à bout de cette créature. Il commence par affronter la pauvre Lucie, que la morsure de Dracula a tuée et transformée en vampire. Journal du docteur Seward. 28 septembre. Toujours méthodique, le professeur Van Helsing commença à extraire les objets de son sac et à les disposer autour de lui. D'abord, il sortit un fer à souder, puis un long pieu de bois. Il plaça une extrémité de celui-ci dans la flamme et la tailla jusqu'à lui conférer une redoutable pointe. Finalement, il se saisit d'un marteau lourd.
vampire au cinéma jusqu'aux années 70 incarne l'agent du changement. C'est lui qui vient bouleverser l'ordre des choses. Et à la fin du film, il les détruit, ce qui permet à ceux qui le combattent d'être du côté du bien et d'asseoir finalement leur valeur morale sur littéralement la destruction du monstre. Dracula reviendra encore pendant 8 films sous les traits de Christopher Lee. Au cours des années 60, à son insu, la jeunesse s'est émancipée et la société a opéré une mutation profonde. À la fin de la décennie, l'impact subversif du vampire n'agit plus face à la libération sexuelle et à la contre-culture. Tout en rendant hommage au film de la Hammer, Roman Polanski est le premier à désacraliser le mythe en 1967. Who says vampires are no laughing matter? They certainly are. Le bal des vampires explore des thématiques plus en phase avec son époque. Ces vampires sont homosexuels ou juifs et triomphent à la fin. C'est le seul film qui soit totalement irrévérencieux à l'égard des vampires et en même temps, c'est un film que tout le monde connaît. C'est-à-dire que si on fait un micro-trottoir dans la rue, si on leur demande « citez-moi un film de vampire », 9 personnes sur 10 vous diront « Le bal des vampires ». Le bal des vampires, il reprend les codes de Bram Stoker, sauf qu'il y a vraiment la dimension humoristique et qui est réussie. Parce que c'est pas facile de faire de l'humour au cinéma avec le vampire sans le ridiculiser. Le bal des vampires va pourtant ouvrir la voie à un florilège de pastiches et de parodies qui vont pour le coup bien malmener l'image de Dracula. Dracula's back. You haven't seen Kung Fu until you've seen the Seven Brothers against Dracula. Il est désormais une star planétaire. On adapte dans tous les pays, dans tous les styles et pour tous les publics. Le vent. Quel vent? Le vampire. Au cours des années 70, le prince des ténèbres survit péniblement au détournement de son image et à la déclinaison de plus en plus improbable de ses avatars. Mais au bout de ce grand lessivage, la figure du vampire va renaître, complètement métamorphosée, grâce à la littérature. Ce qui a vraiment modifié complètement la figure du vampire, c'est le moment où on a pris le point de vue du vampire. C'est-à-dire, avec Bram Stoker, le vampire, c'est l'autre. C'est pas nous, on veut pas que ce soit nous. Avec Anne Rice, on prend le point de vue du vampire. On est littéralement dans la peau du vampire. Paru aux États-Unis en 1976, le roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, connaît un succès fulgurant dans le monde entier, avant d'être adapté au cinéma près de 20 ans plus tard par le réalisateur Neil Jordan, avec Brad Pitt et Tom Cruise. Le héros, Louis de Pointe-du-Lac, livre le récit de sa vie à un journaliste dans une sorte d'auto-analyse qui révèle un vampire tourmenté par son état et refusant de tuer des humains pour survivre. Anne Rice, elle garde aussi certains codes du vampire, mais elle en fait un surhomme qui peut être tout aussi effrayant, voire pire, et en même temps on s'attache à lui. Et à partir de là, on a une vision du vampire qui n'est plus celle du prédateur, mais qui devient presque la victime. Donc c'est très intéressant ce basculement. Louis est un vampire qui lutte constamment contre sa nature et son besoin de sang. Face à lui, son compagnon Lestat de Lioncourt revendique sa condition, sans aucun état d'âme. Lestat est vraiment un personnage érotique qui inspire le désir, qui en joue, qui lui-même ne vit que pour ce désir et qui justifie tout par ce désir. Le besoin de sang, c'est à la fois, dans le roman de Anne Rice, une sexualité en fait qui ne connaît pas de bornes et qui taraude en permanence le vampire, et sans doute aussi la drogue. Une façon d'avoir un plaisir sans commune mesure avec celui qu'on peut avoir dans la vie courante. Et je pense qu'alors, ce qui nous fait peur, c'est les dangers d'une vie réglée,
selon le désir. Portée par son premier succès, Anne Rice décline ensuite en plusieurs volumes la saga du couple équivoque, formé par Louis et Lestat. Au cours des années 80, les deux vampires deviennent des icônes pour la communauté gay, qui assume sa sexualité au grand jour, mais qui va pourtant être frappée de plein fouet par un mal inconnu. Je pense sincèrement qu'il y a une adéquation entre le vampire et l'époque à laquelle il émerge. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une apothéose du vampire, chaque fois nous nous trouvons à un point de l'histoire où les gens vivent quelque chose de très difficile lié à la mort. On se retrouve en pleine épidémie du sida. Les gens tombent comme des mouches dans certains milieux. On passe plus de temps à enterrer les copains qu'à aller boire un pot avec eux. Et la métaphore qu'elle fait autour du sang, du don du sang à l'intérieur de son roman est évidente. Le vampire évolue avec la société. Plus elle devient tolérante, plus il devient humain, moins il devient dangereux, parce qu'il est en porte-à-faux. Et il a une existence qui est torturée, qui est interdite. C'est un peu l'incarnation de toutes les minorités. Et ça explique, à mon sens, pourquoi, de décennie en décennie, le mythe du vampire ne s'affaiblit pas. La jeunesse nihiliste des années 80 n'a plus peur des vampires. Au contraire, elle s'en inspire. Elle revendique même l'abandon du jour au profit de la nuit, le refus des valeurs et du conformisme, un esthétisme à outrance. Enterrer le monstre terrifiant, le vampire est devenu un héros romantique à part entière. Le vampire, c'est un franc-tireur, c'est un libertaire quelque part. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de s'imbriquer dans la société normale. Je pense que c'est quelqu'un de libre. C'est peut-être le plus grand anarchiste qui soit. Il n'y a pas de gouvernement pour un vampire. Il n'y a que sa faim qu'il peut éventuellement maîtriser. Le vampire va cristalliser chez nous toute cette soif d'indépendance, de ne plus se conformer aux règles sociales habituelles. Alors forcément, c'est quelque chose de fascinant. Presque un siècle après sa parution, le Dracula originel revient au cinéma en 1992, dans une nouvelle adaptation. Francis Ford Coppola se réclame de livrer la version la plus respectueuse du roman, en intitulant son film Bram Stoker's Dracula. Pourtant, il le détourne lui aussi, en s'intéressant surtout à l'identité humaine du conte, pour lequel Bram Stoker s'est inspiré d'un homme qui a réellement existé. Dracula, ou Vlad Tepes, surnommé l'Empaleur à cause du supplice qu'il infligeait à ses ennemis, était un seigneur de guerre qui combattait les Turcs et semait la terreur dans la Roumanie du XVe siècle. Son histoire, qui fait l'objet de 2 pages dans le roman, va devenir le sujet central du film de Coppola. Coppola explique pour la première fois comment et pourquoi Dracula est devenu vampire. Parce qu'il a perdu sa femme, c'est la douleur qui lui a fait devenir vampire en rejetant la religion. Et à cause de ça, il a été rejeté dans l'adversité, dans la marge. Il va s'affranchir de tout aussi, même si le prix à payer est cette solitude, cette soif d'amour qui ne s'étanchera jamais. On est pris d'empathie pour ce vampire parce qu'on voit qu'il souffre de son immortalité comme un poids. Et en particulier l'amour et la perte de l'être aimé devient quelque chose de difficile à vivre pour le vampire qui, lui, vit indéfiniment avec ses souvenirs. Le Dracula de Coppola est un vampire malheureux qui traîne sa douleur pendant 4 siècles, jusqu'à l'époque victorienne. Le film reprend alors la trame du roman, mais s'en écarte aussi puisque Dracula reconnaît son amour perdu en voyant une photo de Mina, la fiancée de Jonathan Harker. Et c'est pour la retrouver qu'il vient en Angleterre. Elle va alors tomber amoureuse de lui. Finalement, le fait de l'avoir retrouvée lui permet de comprendre qu'il a quitté l'humanité et que leur amour
est impossible. Et ça se termine par le moment où elle lui donne la mort, et en lui donnant la mort, elle lui dit qu'il va retrouver la paix. Toute ma vie, avec quelle joie apaisante, je me souviendrai qu'au moment même où il tombait en poussière, le comte eut une expression de paix que je n'aurais jamais cru voir un jour sur son visage. Le vampire permet d'appréhender cette question de l'éternité, de la mort et de la finitude de la vie, et qu'est-ce que ça coûterait finalement d'être immortel, qu'est-ce que ça ferait de vivre pour l'éternité, et est-ce que c'est supportable finalement? C'est un aspect effectivement de la figure du vampire que ce goût ambigu pour l'immortalité, puisque l'immortalité lasse. Et cette idée de l'ennui revient parfois dans les histoires de vampires. Dans la série True Blood, par exemple, les vampires qui sont vieux finissent par s'ennuyer. Ils ont perdu le goût de la vie. Pouvant échapper à la mort, ils en sont d'autant plus inquiets, parce qu'il y a des vampires qui finissent par se suicider, justement pour savoir ce que c'est que ce terme qu'ils ont frôlé sans jamais véritablement le connaître. Le vampire représente l'humanité finalement, parce que le vampire c'est nous. C'est la projection de nos peurs et de nos désirs, et il a cette plasticité qui lui permet d'incarner tout ce qu'on aimerait être, et en même temps tout ce qu'on a peur d'être, tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on ne sera jamais. You know what I desire. Yes, my count. Pizza. You had garlic bread pizza delivered. Of course not, silly. It's not delivery. En plus d'un siècle d'existence, Dracula a fini par devenir une icône familière, imperturbablement figée dans ses codes. La figure du vampire, elle, a continué d'évoluer, inspirant des romans à foison, des films, des séries pour la télévision, s'adaptant à de nouveaux supports, mutant pour de jeunes publics. Épousant toujours son époque, le vampire est passé par tous les états, au risque de se perdre en cours de route. En 2005, l'américaine Stephanie Meyers publie le premier roman d'une série qui va devenir un phénomène planétaire. Vendu à 29 millions d'exemplaires, puis adapté au cinéma avec autant de succès, Twilight génère une véritable hystérie collective. On est bien loin du vampire imaginé par Bram Stoker. Le vampire n'est plus quelqu'un qui vit dans un château des Carpates, mais c'est quelqu'un qui peut être votre voisin de palier. Il ne boit plus de sang, puisqu'il a du succès d'année, il boit du sang animal. Et enfin, il n'a aucune intention malveillante à l'égard des humains. Donc, est-ce que c'est encore un vampire? Je pense sincèrement que l'autrice de Twilight a trahi le vampire, oui. Lorsqu'elle en fait cette espèce de savonnette luisante qui peut se balader au soleil, qui passe son temps au lycée, 500 ans au lycée. Mais qui a envie de passer 500 ans au lycée, sérieusement? L'immortalité, avoir le même cours de SVT, je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Et en plus, on essaie de nous faire croire qu'un être humain de 500 ans peut s'intéresser à une greluche dont l'essentiel de l'expression consiste à aller faire la vaisselle quand elle est en colère. Pour moi, c'est vraiment clairement une tentative de remettre tout le monde, entre guillemets, à la bonne place, c'est-à-dire les filles à la cuisine, les hommes dehors à faire la chasse et le loup-garou. Une vague de conservatisme qui a déferlé et qui a essayé de récupérer toutes les figures de protestation. Si le vampire ne fait plus peur, à quoi bon avoir des vampires? Et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a trouvé un grand rival qui est en train de prendre sa place, qui est le zombie, qui est beaucoup plus affreux que lui, et auquel on ne peut absolument pas s'identifier.
Alors, définitivement enterré le vampire? Pas si sûr. N'oublions pas que Dracula est éternel. Attendons-nous à le voir revenir. Deuxième best-seller de tous les temps après la Bible, le roman de Bram Stoker n'a jamais cessé d'être réimprimé. Et aucune adaptation n'a encore épuisé la richesse et la complexité du personnage.